C'est-à-dire, si vous avez un choc, qu'on sort de l'équilibre, eh bien les algorithmes vont réapprendre très rapidement à coopérer. Donc Frédéric Marty, je suis économiste du droit au CNRS, au sein du groupe de recherche en droit, économie, gestion de l'Université Côte d'Azur. Je m'occupe particulièrement d'économie de la concurrence et d'économie des contrats administratifs. Vous avez utilisé le terme qui est le plus important, c'est facilitateur. En réalité, quand on parle d'entente par algorithme, on vise deux choses différentes. Des ententes qui existent déjà et qui sont facilitées par la mise en œuvre d'algorithmes. C'est la première catégorie. La deuxième catégorie à considérer, ce sont des ententes qui sont générées par des algorithmes. C'est-à-dire des algorithmes qui apprennent que la vraie loi de la jungle, ce n'est pas la concurrence, mais la coopération, et qui, par processus d'essai et d'erreur, par décision d'exploration et par décision d'exploitation, vont identifier une démarche mutuellement profitable, qui est celle d'un parallélisme de comportement. Ça va supposer d'avoir des algorithmes capables d'apprentissage machine, auto-renforçants, et qui, peu à peu, vont converger sans échange d'informations, sans transparence artificielle, vers cet équilibre de collusion tacite. Équilibre qu'on connaît en économie depuis les années 20, mais qui franchement paraissait absolument improbable, ou à peine envisageable dans des environnements très simples, avec très peu de joueurs, avec des produits très homogènes, et surtout des équilibres qui seraient intrinsèquement instables. C'est-à-dire, on a peu de chances d'arriver à l'équilibre, et quand on y arrive, la moindre perturbation pourrait conduire les entreprises hors de l'équilibre. Donc on avait, j'allais dire, de l'économie de tableau blanc, et le risque potentiel que porteraient les algorithmes, ça serait de permettre à ces ententes de se développer rapidement et de façon stable. Est-ce que pour autant ce risque est avéré ? Est-ce qu'on n'est pas simplement dans de la science-fiction légale? Est-ce qu'on n'est pas dans une exagération? Il y a eu un débat en économie et en sciences des données sur cette question-là. Pendant longtemps, on a trouvé que les conditions de réalisation de ces équilibres étaient très difficiles à obtenir. En d'autres termes, que ça pourrait difficilement marcher sans transparence artificielle, sans échange d'informations. Mais il y a eu ces dernières années quelques percées en matière économique, notamment une série de travaux. Tout d'abord, les travaux de Calvano, Calzolari, De Nicolo, Clark, et ainsi de suite, qui, au travers de deux articles, dont l'un publié en 2020 dans l'American Economic Review, ont montré, en prenant des algorithmes simples d'apprentissage machine, du Q-learning tout simplement, qu'en environnement maîtrisé, c'est-à-dire via des simulations numériques, on avait effectivement, progressivement, ce processus de convergence vers un équilibre mutuellement profitable, et encore plus intéressant, une capacité de revenir à l'équilibre. C'est-à-dire, si vous avez un choc, qu'on sort de l'équilibre, eh bien les algorithmes vont réapprendre très rapidement à coopérer. Donc ça, c'est purement de la simulation numérique. Il y a eu un deuxième article très important qui a été co-signé par Stéphanie Assad, Daniel Erchoff et d'autres collègues, notamment de Toulouse, qui ont montré, sur un cas concret, sur le cas des stations essence d'autoroute en Allemagne, que la mise en œuvre de logiciels d'apprentissage machine, donc utilisant ces outils-là, effectivement avait tendance à conduire à une hausse des prix et à une stabilité des prix. Mais encore une fois, ces arguments-là sont contestés. Ils sont contestés sur plusieurs bases. Première base, quel est le temps nécessaire pour arriver à cet équilibre? Est-ce que ces algorithmes le font en quelques jours, en quelques coups, ou est-ce qu'il leur faut plusieurs années? Donc plus c'est long, plus la probabilité de converger à la fin sera faible. Et deuxième problème, c'est toujours le même en droit de la concurrence. Comment dirimer entre
le parallélisme de comportement qui correspond à des décisions indépendantes, d'ajustement rationnel aux signaux de marché, et ce qui est l'entente anticoncurrentielle, je veux dire la convergence des volontés pour, de façon coordonnée, échapper à la concurrence. Donc il y a cette question, j'allais dire, technique, et cette question, j'allais dire, juridique, très classique, de séparation des deux. Mais là, nous ne sommes plus dans de la science-fiction, mais on a du mal, pour l'instant, à mesurer empiriquement quel est le degré de probabilité que ces équilibres collusifs se développent. C'est possible? Est-ce que c'est plausible? On ne le sait pas encore. Mais si je reviens à votre premier point, à la forme même de votre question, vous avez parlé de pratiques facilitatrices. Et là, on est, je pense, face à un degré de probabilité qui est bien plus fort. Imaginez, quand on conclut une entente, on a collectivement intérêt, si nous sommes des cartellistes, à coopérer, à tenir nos engagements, mais à titre individuel, nous avons chacun intérêt à dévier. Si mes concurrents augmentent leur prix, mon intérêt personnel, c'est de baisser légèrement mon prix pour récupérer une plus forte part de marché. Donc, le problème d'un cartel, normalement, c'est un problème d'engagement, un problème de confiance. Et que peuvent nous permettre les algorithmes? Eh bien, c'est de jouer un rôle très simple de le cartel, un double rôle, qui est celui du comptable et celui du tueur à gages. Quel est le rôle du comptable? C'est de vérifier à chaque instant, malgré le foisonnement des prix, si chacun respecte les accords. C'est du scrapping, du web scrapping, l'observation constante des prix sur Internet. Deuxième point, ça peut être aussi un ajustement très rapide, et là on pense au tueur à gages, des prix et des offres en ligne, qui vont permettre d'une certaine façon de très vite sanctionner le complice qui ne suit pas l'accord, au travers de baisses de prix, et ainsi de suite. Et donc ça, on peut le trouver, par exemple, dans des ententes verticales, en termes de prix de revente imposés, dans mon anglais, du Resale Price Maintenance. Vous avez aussi deux autres formes, ou même trois, d'ententes qui peuvent passer par algorithme. Le premier type d'entente qui peut être consolidé par un algorithme, c'est un cas où des firmes concurrentes utilisent de mêmes algorithmes pour fixer leur prix, ou rendent leurs algorithmes absolument transparents aux concurrents. Là aussi, on a quelques cas, notamment un cas aux États-Unis, qui est le cas Topkins, qui reposait sur cette base-là. Deuxième type d'entente qui peut être facilitée par les algorithmes, ce sont des ententes type en étoile, en anglais hub and spoke. Le hub, c'est le moyeu d'une roue, les spokes, ce sont les rayons, et l'idée c'est qu'au lieu que les concurrents fassent des échanges d'informations bilatéraux, faciles à caractériser, eh bien c'est de transmettre l'information à un tiers qui va pouvoir l'agréger et la retransmettre à chacun des participants. Si on parle d'informations très agrégées, d'informations passées, ben cela s'appelle un bureau statistique, ça ne pose aucun problème en termes concurrentiels. Par contre, si on parle d'informations assez fines, avec une granularité intéressante, et sur les conduites futures, ben ça réduit la situation naturelle d'incertitude radicale propre à la concurrence. Et là, c'est un moyen de se coordonner. On a pu voir ça avec des cas de barème, on a pu voir ça avec des bureaux statistiques qui servaient en fin de compte de coordination. Et là, en fin de compte, un algorithme pourrait jouer ce rôle. Imaginons une plateforme qui proposerait un service donné et qui réunirait tous les offreurs de services de marché pertinents. Cette plateforme pourrait déterminer un prix sur lequel le client n'aurait aucun moyen d'obtenir des ristournes, pourrait partager les marchés entre chacun des offreurs et en plus pourrait, via des déréférencements, sanctionner un offreur qui ne ferait pas partie du cartel ou qui s'en écarterait.
Il y a eu plusieurs actions en justice qui ont été engagées sur ce type de plateforme, aux États-Unis et en Inde notamment. Dans chaque cas, l'affaire a été rejetée sur la base des mérites. Il n'y avait pas de preuve d'entente. Mais au point de vue intellectuel, cela peut fonctionner. Troisième type d'entente qui pourrait être facilitée par des algorithmes, ce sont des ententes qui vont marcher par signaux, par création d'une transparence artificielle. Imaginez, nous sommes dans la même industrie, nous devons annoncer nos résultats trimestriels, j'allais dire à tour de rôle, en quelques jours, et nous annonçons absolument unilatéralement nos prévisions de prix futures en fonction de telle ou telle condition du marché. J'émets un signal qui sera confirmé ou pas par la deuxième annonce, et par tâtonnement, au fil des annonces progressives, eh bien on peut tout simplement voir quelle est la stratégie qui sera suivie ou qui ne sera pas suivie par les concurrents. On peut s'ajuster. Et là, on a de vieux cas d'entente par algorithme qui ont été observés aux États-Unis dans les années 90 et au Brésil plus récemment. C'est tout simplement des mécanismes de réservation pour compagnies aériennes à destination des agences de voyage. Que font les compagnies? Elles annoncent leur disponibilité, leur prix, mais en commentaire, pour des périodes non encore ouvertes à la réservation, elles annoncent leur stratégie de prix future possible, sans engagement. Si le logiciel est mal fait, si les tiers peuvent accéder à ces données, y compris les concurrents, eh bien, ils auront accès aux prévisions et pourront même indirectement répondre en donnant les leurs. Et donc on peut, par ce biais dans le logiciel, par cette absence de conformité par conception, favoriser une entente. Donc d'une certaine façon, on est dans le cadre d'ententes qui existent déjà, mais qui peuvent être facilitées par algorithme ou parfois même augmentées par les algorithmes, ce que ça permet une meilleure surveillance. Oui, il y avait une déclaration qui était assez brillante d'une ancienne commissaire à la Federal Trade Commission américaine en 2017, qui était Madame Olausen, je pense, et qui avait dit que dans la plupart des ententes par algorithme, le hub and spoke que je citais tout à l'heure ou le signal, il suffisait de remplacer l'algorithme par a guy named Bob. Appelez l'algorithme Robert et effectivement, vous avez quelqu'un qui va jouer ce rôle. En fin de compte, l'algorithme remplace la personne. Et donc là, oui, si on crée une transparence artificielle, on a les outils. Si on a un échange d'informations, on a les outils. Si on met en œuvre des algorithmes interprétables et pour lesquels on peut retrouver une identité, enfin une similarité des algorithmes utilisés, si on peut caractériser, j'allais dire, un échange des bases de données, c'est-à-dire des informations sur lesquelles les algorithmes sont entraînés, on peut apporter des preuves. Les pratiques ne sont pas nouvelles, c'est leur degré de sophistication qui s'accroît. Dans le même temps, c'est toujours l'image de la lance et du bouclier, les autorités de concurrence, mais aussi les entreprises elles-mêmes, peuvent utiliser ces mêmes algorithmes pour détecter des pratiques anormales. Je vais citer deux exemples. Tout d'abord, la presse allemande s'était fait l'écho, je crois que c'était en décembre, d'un système de surveillance qui avait été mis en place par la Deutsche Bahn au sujet de ces marchés. La Deutsche Bahn passe un tas de marchés et ce sont des marchés qui se prêtent bien à des ententes anticoncurrentielles par les fournisseurs, des offres de roulement, ainsi de suite, des répartitions de marchés. Eh bien, que fait la Deutsche Bahn? Eh bien, elle va analyser tous ces marchés pour essayer de repérer dans les prix, dans les offres qui sont faites, des patterns, c'est-à-dire des configurations de prix anormales. Ça existe déjà depuis à peu près 20 ans. On a des outils économétriques qui nous permettent de mesurer des choses qui devraient éveiller des soupçons en matière concurrentielle. Sauf que on pouvait le faire simplement sur les marchés sur lesquels on avait déjà des soupçons. Que permettent plutôt les algorithmes et l'exploitation des données massives? C'est-à-dire de ne pas partir de modèles et de laisser parler
en partie, hein, bien évidemment, et de laisser parler les données. Et une fois qu'on a repéré quelque chose d'anormal, on peut faire des investigations. J'ai cité le cas du privé, avec la Deutsche Bahn, si on considère qu'un opérateur historique, c'est du privé, mais bien évidemment, on peut le faire également au sein des autorités de concurrence. Et les autorités de concurrence se dotent de plus en plus de ces capacités de surveillance des marchés et développent des outils, j'allais dire, de détection de configuration anormale. Ce n'est pas parce qu'une configuration est anormale qu'elle est anticoncurrentielle. Encore une fois, un parallélisme de comportement n'est pas anticoncurrentiel. Mais ça permet de passer les pratiques au tamis et aussi de détecter des choses qu'on ne pourrait pas voir à l'œil nu. En fin de compte, c'est quoi un algorithme? C'est quelque chose qui permet de faire plus rapidement et plus efficacement ce qu'un humain pourrait faire. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est le régulateur qui est augmenté. Oui, et donc vous avez posé la bonne question, ce qui est la question de la preuve. C'est-à-dire, en fin de compte, là, on a une suspicion économique. On a chaque fois quelque chose qui ne ferait pas sens en dehors d'un possible scénario anticoncurrentiel. Maintenant, pour détecter un cartel, surtout pour sanctionner un cartel, pour qualifier comme anticoncurrentiel un comportement parallèle, il faut avoir des preuves matérielles. C'est le but des programmes de clémence, où il faut mettre en évidence des pratiques facilitatrices, transparence artificielle, échange d'informations, ainsi de suite. Et donc, la grande difficulté, c'est toujours ça, c'est passer de la suspicion économique à une preuve admissible dans un contentieux juridique. Et ce dont on parle sur les algorithmes en matière de pratiques coordonnées, on pourrait avoir le même discours en matière de pratiques unilatérales. Comment puis-je, dans le cadre d'un abus de position dominante, savoir qu'une entreprise met en œuvre des stratégies d'autopréférence, pousse ses propres produits au détriment des produits concurrents, avantage un offreur au détriment d'un autre, parce qu'il y apporte plus de marge ou autre. Encore une fois, on ne peut avoir que des phénomènes anormaux qui ressortent, mais ça ne suffit pas à apporter une preuve. Alors ça, c'est, je veux dire, d'abord un problème juridique, mais c'est aussi un problème classique en économie du droit, c'est-à-dire quel est le standard de la preuve et qui a la charge de la preuve. Si le standard est très faible, le risque, c'est celui du faux positif, sanctionner à tort une entreprise qui a joué le jeu de la concurrence par les mérites, et là, on fait porter un préjudice sur le consommateur, ou symétriquement, si la charge est trop haute, le problème, c'est celui du faux négatif, c'est-à-dire laisse faire une pratique anticoncurrentielle qui, à terme, va se retourner contre le consommateur. Donc on a cette question de standard, mais on a aussi la question de la charge de la preuve. Et avant, je veux dire, la promulgation de la loi sur les marchés numériques, le Digital Markets Act européen, qui a été adopté en octobre, il y a eu un rapport qui a été remis à la Commission par 3 collègues, Jacques Kremer, Pierre-Yves de Montjoie et Heike Schweizer, qui abordaient des pistes intéressantes. Alors pour les économistes, hein, je ne dirais pas que ça n'apporte aucun problème au point de vue juridique, c'est dans certains cas une inversion de la charge de la preuve. Et là, on rentre sur d'autres domaines, sur d'autres thématiques. Les thématiques de la conformité, la thématique de la conformité par conception, enfin la compliance by design, ainsi de suite. Vous soulignez une question qui est aussi fondamentale, celle de la responsabilité liée aux dommages induits par le fonctionnement des algorithmes. A priori, il est hors de question d'empêcher les entreprises d'utiliser des algorithmes performants. Il serait même, dans l'absolu, impossible de dire aux entreprises « vous devez chacune choisir des développeurs différents ». Il est normal que tous choisissent le meilleur. Cependant, il est de la responsabilité du développeur
de faire en sorte que les algorithmes qui soient livrés à tous les clients ne soient pas les mêmes, et surtout, pour les algorithmes qui nous concernent, qui ne soient pas entraînés sur des bases de données combinant les jeux de données de plusieurs concurrents. C'est-à-dire, si vous entraînez un algorithme avec toutes les données de tous les concurrents, fatalement, ils vont converger. Donc, il y a indubitablement une responsabilité du développeur, mais qui doit prendre en œuvre toutes les mesures de conformité, toutes les murailles de Chine nécessaires entre ces différentes activités, mais aussi une responsabilité de la firme qui met en œuvre l'algorithme. C'est la firme qui peut le mieux mesurer les risques induits par l'algorithme, auditer son algorithme ex ante, mais aussi superviser son fonctionnement au jour le jour. Donc c'est elle qui peut prévenir le risque en dernier lieu et qui peut le gérer de la façon la plus efficace. Donc il est normal que l'entreprise soit aussi considérée comme responsable des algorithmes qu'elle met en œuvre. Et là, on quitte, le strict domaine de la concurrence et on peut faire des ponts avec les projets de réglementation européenne de l'intelligence artificielle et notamment toutes les règles qui sont liées à la responsabilité liée aux algorithmes. Et donc le standard de précaution qu'il est nécessaire d'apporter, les modalités, ex ante de certification des algorithmes, d'audit des algorithmes, et d'une certaine façon, il est des algorithmes, comme tous les outils particulièrement perfectionnés, on pourrait faire un parallèle avec le secteur de la pharmacie, ça suppose, des analyses avant la mise sur le marché, et ça suppose aussi un suivi des effets. Et encore une fois, les directives européennes, les projets de règlement européens pour l'instant, sont axés sur les décisions hautement conséquentes, donc ce qui peut toucher, à la vie privée, à la santé, à la sécurité, mais dans le domaine du marché, on est aussi sur des décisions qui peuvent avoir un impact concurrentiel très élevé et aussi un impact très significatif sur le consommateur. Donc on est aussi dans ce même genre de logique. Tout à fait. Alors, nous sommes souvent, dans ces cas-là, sur des marchés qui sont à la base déjà oligopolistiques. Donc sur des marchés où les entreprises ont déjà interagi les unes avec les autres, donc spontanément ont une capacité à analyser tout l'environnement et à faire des analyses relativement convergentes de l'environnement. Donc il est normal que des firmes qui subissent par exemple un choc de matières premières symétriques, qui auraient à peu près les mêmes structures de coûts, réagissent de la même façon en matière de prix. Et ça, le droit de la concurrence ne le prohibe pas. C'est-à-dire en gros, si vous êtes dans une concurrence pour les mérites, vous devez utiliser toute l'information disponible pour prendre les décisions les plus éclairées possibles. Là où on peut, d'une certaine façon, basculer vers autre chose, c'est quand on glisse d'une décision indépendante éclairée à une décision collective. Et ce qui crée cette décision collective, c'est la transparence artificielle, c'est l'utilisation d'outils permettant de coordonner les comportements ou d'échanger des informations entre entreprises. Donc, en gros, il faut toujours trouver un élément d'intentionnalité à la matière, c'est-à-dire l'idée d'échapper collectivement à la concurrence. Mais, encore une fois, quand on prend le modèle qui a été développé par Calvano, Calzolari, Clark, De Nicolo, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'au final, on observe le résultat d'une entente ou est-ce qu'on observe simplement un parallélisme de comportement? Ça peut faire l'objet, dans la littérature, je pense à un article récent de Schinkel, de l'Université d'Amsterdam, qui reprend un peu cette conclusion-là, disant est-ce qu'on n'observe pas tout simplement un comportement oligopolistique qui n'est pas anticoncurrentiel en soi? Peut-être,
mais d'une certaine façon, à quoi nous invitent les algorithmes, à quoi nous invitent ces outils, c'est ne pas dire on observe des comportements parallèles, ces comportements en réalité répondent à une logique de boîte noire, on ne sait pas pourquoi les algorithmes prennent ces décisions et ainsi de suite, et donc on laisse faire. Le problème, c'est que vu que toutes les firmes ont tout intérêt à avoir les outils les plus développés possibles, le risque est qu'on soit, j'allais dire, piégé dans des firmes dans un marché dans lequel les firmes agissent rationnellement, mais absolument parallèlement. Donc en fin de compte, il faut ouvrir la boîte noire et, j'allais dire, superviser ces algorithmes ex ante, ex post, et inciter les entreprises à surveiller elles-mêmes leurs propres algorithmes. Et quand je dis les entreprises, ça peut être l'entreprise qui la met en œuvre, mais aussi une plateforme donnée, par exemple une place de marché, qui aurait en son sein des vendeurs qui utiliseraient ce type d'algorithme. Si je pilote une place de marché, je n'ai pas grand intérêt à ce qu'il y ait une entente horizontale sur ma place de marché. Ça augmente les prix pour les consommateurs et ça les pousserait peut-être à aller vers une plateforme concurrente. Et donc, même si je suis une plateforme, j'ai intérêt à superviser le fonctionnement de la concurrence sur ma propre plateforme.